pour moi, en fait, et la montagne, et ça a d'abord été la montagne de ceux qui vivent en montagne. C'était la montagne des alpages, la montagne des sentiers. Je suis allé et garder les vaches à Maule quand j'étais tout jeune. Et c'est plus tard que j'ai découvert en fait l'escalade et ensuite les courses en haute montagne. Ce qui était pour moi à l'époque une grande expédition, ça a été d'abord un premier voyage. Donc j'appartenais à un club et ce club a été invité par les alpinistes polonais à aller grimper dans des montagnes qu'on appelle les Tatras polonaises. C'est-à-dire que c'était la frontière à l'époque c'est la chaîne frontière entre la Pologne et ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Donc on est allé là-bas et là on a rencontré donc des alpinistes polonais mais aussi russes. Et les Russes, quelques années après, nous ont invités à aller faire de l'alpinisme dans le Caucase. Et donc c'est à partir de là que les choses se sont enclenchées. Donc j'ai pris goût à l'alpinisme lointain. Et comme ça, je me suis retrouvé ensuite et d'année en année à aller un peu dans tous les massifs du monde. Une expédition dans un milieu hostile, ça se prépare forcément. Comment vous vous organisez avant de franchir les premières lignes? Alors, les premières expéditions auxquelles j'ai participé, c'était des vraies expéditions au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'on constituait un groupe d'amis alpinistes. Ensuite, on réunissait le matériel, on trouvait des moyens financiers, et ensuite on partait du comment. Je pense par exemple à une très belle expédition qu'on a fait à l'époque à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'était une époque où on pouvait prendre des avions ici, atterrir à Kaboul, prendre des taxis à Kaboul, franchir la fameuse Khyber Pass et aller ce qui est aujourd'hui le pays des talibans. Voilà. Et à l'époque, ça se faisait bien. Et à l'époque, on pouvait y circuler là-bas très très facilement. Et on a fait une très belle expédition. J'ai eu la chance ensuite d'accepter d'être dans le petit groupe qui a rapatrié le matériel de l'expédition dans 2 petites fourgonnettes. Et donc on est rentré depuis le Pakistan jusqu'en France avec par la route. Par la route. Vos expéditions, elles durent en règle générale combien de temps? Ça peut varier, j'imagine, selon le massif qu'on compte découvrir, parcourir. Quand on va un peu loin comme ça, il faut compter sur 1 mois. Et puis si on veut faire un voyage en plus, il faut prendre un peu plus. Donc ça varie entre 1 mois et 2 mois. Votre première expédition, vous l'avez faite à quel âge à peu près, vous en souvenez? Alors, la première grande expédition, là, ça a été tout un groupe d'amis qui m'ont invité à aller en Patagonie, sur une montagne qui s'appelle le Fitzroy, qui est une très 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 belle montagne. Et on a passé là-bas 2 mois. Et là aussi, j'ai accepté d'être celui qui rapatrierait le matériel. Et d'abord, par la route à travers toute l'Amérique du Sud. Et ensuite sur un cargo depuis Buenos Aires jusqu'à Marseille. Vous aviez quel âge du coup? Et là, je devais avoir 27 ans. Là. Comment on fait pour ouvrir des voies? Puisque là aussi, c'est ce qui a marqué votre parcours, c'est que vous avez été avec vos camarades de voyage et premiers à fouler certaines terres, à les escalader, à les grimper. Comment ça se passe? Comment on se lance dans une aventure telle que celle-là? Dès qu'on commence à faire de l'escalade, puis ensuite et de l'alpinisme, on est plongé dans tout un contexte historique où on apprend très très vite le nom de tous les grands alpinistes qui ont créé les itinéraires qu'on voudrait gravir. Et forcément un jour, l'envie vient d'être justement un créateur d'itinéraires. Je compare toujours ça avec en fait à la musique. En musique, il y a les interprètes et les compositeurs. Les interprètes interprètent des œuvres composées par les compositeurs. En fait,
celui qui grimpe sur un itinéraire, il interprète une voie de montagne qui a été composée par celui qui a créé cette voie. Et on trouve dans l'alpinisme, qui est comme ça, des très grands grimpeurs qui ont fait des parcours extraordinaires de certaines voies en montagne et qui n'ont jamais ouvert de nouvelles voies. Ça fait plaisir, j'imagine, de fouler comme ça des terres vierges. Vous me disiez aussi qu'il y a ce respect de ce milieu naturel, ce respect qui s'est répercuté aussi tout au long de votre carrière. À chaque fois qu'on crée un nouvel itinéraire en montagne, à chaque fois qu'on ouvre une voie, comme disent les alpinistes, on découvre un plaisir qui est celui de progresser sur une montagne vierge. Et l'envie vient immédiatement de faire en sorte que ceux qui vont nous suivre puissent connaître ce même plaisir. Et donc, on veut faire en sorte de leur laisser en fait la montagne telle qu'on l'a trouvée nous. C'est la raison qui vous a poussé à mettre en place ici en France une antenne de Mountain Wilderness. Vous avez été l'un des membres fondateurs, président, aujourd'hui président d'honneur. Une belle aventure là aussi pour vous? Très 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 belle, d'autant plus qu'à l'époque où donc l'association internationale du Mountain Wilderness a été créée, il y avait de très très graves problèmes sur l'équipement des montagnes, sur la disparition des zones les plus sauvages de nos montagnes ici autour et de chez nous. Et c'est cette création de ce mouvement international, puis de sa branche française, là, qui ont permis de relancer tous les problèmes et de protection de la montagne. Pour démarrer, on a été largement soutenu, aidé par des personnalités comme Haroun Tazieff ou comme Issam Ivel, qui se sont immédiatement, eux aussi, lancés dans cette aventure. Votre amour pour la montagne, vous le partagez au travers de vos mots. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, près de 10, portant sur la montagne, quelques ouvrages également scientifiques. Le dernier en date remonte à l'année dernière, il s'intitule L'alpinisme. Comment ça s'est passé? Alors en fait, après plusieurs livres qui étaient plutôt des livres de littérature de montagne, donc c'est des nouvelles, des contes philosophiques sur la montagne, j'ai eu envie d'écrire un petit livre qui est justement un peu en dehors de ce champ littéraire, hein, et qui est à la jonction justement entre en fait l'alpinisme et les fameuses sciences cognitives. Et donc c'était l'idée d'essayer de réétudier le problème des motivations des alpinistes. Qu'est-ce qui les pousse là-haut à prendre tous les risques qu'ils prennent à la lumière des nouvelles données des sciences cognitives et des sciences du cerveau. Depuis que l'homme est apparu sur la Terre et s'est mis debout, justement, la dimension verticale a pris une dimension symbolique, une valeur symbolique très très forte. Et depuis, il y a toujours eu dans le langage, dans les comportements des hommes, dans leurs pensées, cette valorisation du haut et cette dévalorisation du bas. Et ça, c'est un mécanisme symbolique très 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 fort, qui est le plus souvent inconscient. Je vais vous citer l'exemple des habitants du département des Basses-Alpes qui ont voulu échanger de nom, alors que les habitants des Hautes-Alpes n'ont pas demandé à échanger de nom. Tout simplement parce qu'eux, ils étaient en haut et les autres étaient désignés comme en bas. Alors écrivain, journaliste, alpiniste, chercheur, scientifique, vous avez plusieurs cordes à votre arc, monsieur Ami. Un parcours atypique que vous partagez avec votre papa, puisque votre papa a eu la chance pendant plus de 40 ans de participer à des fouilles archéologiques du côté de Palmyre, la belle cité antique syrienne. Et il en est revenu avec deux magnifiques ouvrages. Ces ouvrages, vous les avez ici, chez vous. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé pour votre papa et aujourd'hui, quelle est la puissance, quelle est la force de son travail?
Alors, mon père, au départ, était parisien et il a fait l'école d'architecture, donc en fait les beaux-arts. Et il est devenu donc architecte. Il avait un diplôme d'architecte. Et puis le hasard a fait qu'il a rencontré donc un grand archéologue au cours d'un voyage donc au Moyen-Orient. Hein. Il a rencontré un grand archéologue qui était Henri Seyrig, qui lui a proposé, en tant qu'architecte, de venir étudier les monuments antiques de ce qui est aujourd'hui la Syrie et le Liban, qui était à l'époque donc le protectorat français sur la Syrie et le Liban. Et donc il a accepté et il s'est plongé donc dans l'étude et dans la rénovation de tout le site de Palmyre, le grand site archéologique de Palmyre, tout en s'occupant aussi d'autres sites de moindre importance en Syrie et au Liban. Et donc son grand œuvre, ça a été l'étude et en partie la rénovation des ruines de pays de Palmyre, et plus particulièrement il s'est focalisé sur un monument aujourd'hui très très connu parce qu'en fait il a disparu, qui est le temple de Bel, qui a été donc dynamité par les djihadistes. Effectivement, une grande secousse, c'était en 2015, autour de 2015, hein, que cette destruction a eu lieu. Depuis, on se pose des questions, faut-il reconstruire, faut-il restructurer, redonner vie à ce patrimoine d'exception? Et l'ouvrage, les deux ouvrages de votre papa pourraient vraiment servir à ce projet d'envergure puisqu'il a détaillé. Alors peut-être, monsieur Ami, que vous pouvez aller chercher un des ouvrages et nous le présenter. Allez, je vous suis, on va les découvrir. Ces deux ouvrages qui sont précieux, j'imagine que vous les gardez avec soin. Ah ben c'est devenu la seule trace qu'on a du temple de Bel. Alors attendez, c'était... On va commencer par celui-là. Donc c'est un livre qui est en 2 volumes. Il y a un volume de texte et de ce qu'on appelle les planches qui sont des planches photographiques. C'est toutes les photos que mon père a pu faire au cours donc de ces années là-bas dans le... Daesh a fait sauter le temple de Bel, et pour une raison que j'ignore, le portique d'entrée du temple, lui, est resté debout. Donc aujourd'hui, si on va sur le site, il y a tous les débris du temple et il y a le portique là. Et donc le portique d'entrée, quand il l'a découvert, comme ça, était à moitié détruit. Et en fait, il l'a ensuite, ici, on voit très bien, il a monté des échafaudages et il a remonté des blocs pour le reconstituer. Voilà le temple de Bel tel qu'il était à l'époque, vous voyez ça, tout cet énorme bâtiment. Donc tous ces murs-là ont été abattus, tout ça a été abattu, et il n'y a plus que le portique qui a échappé au souffle de l'explosion. À l'époque, quand un archéologue architecte se lançait dans ce qu'on appelait la publication d'un monument, c'était la reproduction sur le papier, au dessin, avec une plume et de l'encre de Chine, et on dessinait chaque pierre, chaque motif, chaque chapiteau, tout. Le résultat de tout ce travail-là, il l'a mis donc dans le 2e volume. Voilà par exemple il l'esplanade du temple qu'il a dessiné donc pierre à pierre avec les fissures, tout y est là. Voilà un très beau dessin là où donc il a reproduit là tous les chapiteaux, les fûts des colonnes.
Et puis l'ensemble du temple, et par exemple cette petite niche là avec les 3 statues là, on n'en a plus qu'un petit fragment comme ça. Donc il a imaginé ce que ça pouvait être. Et ensuite il a imaginé ce que pouvait être l'ensemble du temple. Et c'est cette fameuse, voilà, c'est un dessin et qui représente donc le temple tel qu'il devait être à l'époque. Et vous, quel est votre sentiment? Vous aimeriez que ce temple renaisse de ses cendres et que le travail de votre papa soit ainsi valorisé, qu'il serve à quelque chose? J'ai fait mes premiers pas dans le temple de Bel. J'aimerais beaucoup que le temple de Bel soit encore là. Mais en même temps, je sais que ça représenterait des travaux considérables et surtout beaucoup d'argent. Et que peut-être que avant d'investir de l'argent là-dedans, il vaudrait mieux sans doute investir dans la reconstruction de la ville de Palmyre, dans lequel il y a eu de très durs combats entre l'armée syrienne et les djihadistes. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la ville avant d'aller reconstituer des monuments sur le site archéologique.